Le sujet de l'inflation qui reste évidemment le sujet principal pour les marchés et pour les économistes en ce moment. Nadia Garbier est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Je donne quand même les chiffres. Alors en données harmonisées, première estimation d'inflation pour les principaux pays de la zone euro pour le mois de mars. 7,6% en Allemagne, 5,1% en France, 7% en Italie et quasiment 10% en Espagne, 9,8% précisément selon la mesure harmonisée pour l'inflation espagnole. Que dire des dynamiques qui sont à l'œuvre derrière ces premières estimations du mois de mars, Nadia? Et a-t-on quand même toujours l'idée d'un pic prochain en matière d'inflation en zone euro? Bonjour Grégoire. Oui, alors c'est vrai que ces chiffres d'inflation pour le mois de mars surprennent à la hausse pour la plupart des pays. Alors on n'a pas encore le détail complet des chiffres d'inflation, mais si on se base sur les éléments qui ont été indiqués par les différents instituts statistiques, on voit que c'est avant tout une histoire de prix de l'énergie et de l'alimentation, alors que les prix dans les services accélèrent, mais dans une moindre mesure. Maintenant, la question, effectivement, c'est à quoi s'attendre non seulement pour le chiffre de zone euro, mais aussi pour la suite. Alors, pour le chiffre en zone euro, nous, on table vers une prévision d'inflation à 7,4%. Elle sera publiée demain. Et il y a des risques à la hausse. Et ce qui concerne le pic, bon, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Nous, on le place en avril sur nos estimations, mais ce ne serait pas la première fois qu'on repousserait le pic cette année, mais effectivement nous on le voit en tout cas en avril. Et c'est un pic aujourd'hui, je vous embête pas trop sur la question du pic, du timing du pic en tout cas Nadia, mais c'est un pic qui devient fonction désormais aussi peut-être de la crise russe, de la guerre en Ukraine. Là aussi c'est un nouveau facteur à intégrer pour comprendre l'idée d'un pic d'inflation prochainement. Oui, tout à fait. Ça dépend beaucoup, effectivement, de l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine et bien sûr des prix des matières premières. C'est vrai qu'on a eu une détente, hein, comme vous le mentionniez au début, sur le cours du prix du brut. Donc, effectivement, si en mai et en avril, on continue à avoir cette détente, on peut être relativement confiant sur un pic en avril. Mais je dirais tout de même que l'inflation va rester élevée et au-dessus, en tout cas dans nos prévisions, au-dessus ou proche de 7% dans les mois à venir. Sur les dynamiques d'inflation, là je citais les chiffres, les données harmonisées pays par pays, alors qui diffèrent parfois de quelques points par rapport aux données domestiques, mais les ordres de grandeur sont là. Comment on explique l'écart par exemple entre un pays comme la France à 5% d'inflation aujourd'hui et l'Espagne qui est déjà à 10%? Oui, alors c'est une bonne question et je dirais que la différence entre pays reflète plusieurs facteurs. Tout d'abord, les mesures prises par les gouvernements pour contrer la hausse des prix de l'énergie diffèrent. On le voit dans certains pays, on passe par des baisses de TVA, par des remises sur le prix de l'essence. On a aussi des chèques qui sont distribués dans certains pays. Donc tout ceci effectivement affecte les chiffres de l'inflation. Il faut se rappeler tout de même qu'on a commencé cette année avec déjà une inflation très élevée, avec la plupart des gouvernements qui avaient déjà pris des mesures. Là, on a une seconde, voire un troisième volet de mesures dans certains pays pour contrer ces prix d'inflation, ces prix de l'énergie. Et le deuxième facteur, je dirais aussi, c'est le lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et on voit par exemple qu'en Espagne, l'électricité est un des contributeurs majeurs sur l'inflation. On voit qu'en Espagne, c'est vraiment un problème. On a vu le gouvernement espagnol essayer de pousser lors du sommet européen pour découpler le prix du gaz et celui de l'électricité. Donc on voit vraiment qu'en Espagne, c'est assez particulier. On a un peu une problématique, je dirais, électricité, qu'on a un peu moins dans d'autres pays. On a vu que le gouvernement aussi en Espagne a annoncé des mesures assez importantes, mais ça compensera une partie seulement de la hausse des prix de l'énergie. Du point de vue d'une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Nadia, est-ce qu'il faut encore suivre, regarder, insister sur l'inflation sous-jacente ?
Et on va avoir un écart historique, je crois, hein, c'est votre collègue Frédéric Ducrozet qui le signalait ce matin. On va avoir un écart historique entre l'inflation headline globale du mois de mars en zone euro à plus de 7% et l'inflation cœur qui restera finalement assez proche, autour de 2%. Hein. Je n'ai pas de chiffre précis en tête, mais c'est à peu près là aussi l'ordre de grandeur. Est-ce qu'une banque centrale comme la BCE doit encore s'intéresser à l'inflation sous-jacente ou est-ce que c'est plus le sujet, Nadia ? Non, mon biais d'économiste vous dira qu'il faut s'intéresser toujours à l'inflation sous-jacente. On le voit, et effectivement, comme Frédéric le mentionnait, on va avoir un écart assez impressionnant entre l'inflation corps et l'inflation sous-jacente. On va tout de même voir une certaine accélération aussi de l'inflation corps en zone euro, autour de 3%, voire un peu plus, proche des 3,5%. Donc c'est vrai que pour la BCE, je pense que l'inflation corps reste un élément majeur dans sa politique monétaire. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir, avec ces surprises à la hausse sur l'inflation, le risque, c'est d'avoir une BCE plus au quiche que ce qu'elle a déjà été dans le passé. On a vu que les chiffres du mois de janvier et du mois de février, ces surprises à la hausse qu'on avait eues sur l'inflation avaient fait changer de cap la BCE. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir une banque centrale un peu plus au quiche. On voit aussi que le marché maintenant price de hausse de taux cette année. Nous, on table toujours sur une hausse de taux en décembre. On n'a pas changé notre scénario. Et je dois dire vraiment que les risques sur la croissance plaident pour une banque centrale prudente et flexible. Justement, une fois qu'on a dit tout ça, Nadia, oui, il y a dans le champ des possibles, dans le champ des scénarios possibles, hein, qui est sans doute assez vaste aujourd'hui, il y a quand même toujours un chemin possible où on préserverait un niveau de croissance décent en zone euro cette année. Bien sûr, alors effectivement, là on est peut-être un peu tous focalisés sur les risques à la baisse liés au conflit, entre la Russie et l'Ukraine. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui se passe en Chine avec les fermetures de plusieurs villes affecte aussi certaines économies, affecte l'industrie, et on voit aussi que les chaînes d'approvisionnement souffrent. On avait eu une petite détente en début d'année, là on voit de nouveau, si vous regardez les enquêtes, qu'on a de nouveau des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc oui, il y a un scénario peut-être où on s'en sortirait pas trop mal, mais je dirais que le deuxième trimestre et le troisième trimestre vont tout de même être compliqués pour la zone euro si on n'a vraiment pas d'apaisement sur le conflit. Si je dis pas de bêtises, pour conclure là-dessus, Nadia, l'Allemagne a déjà un trimestre négatif Q4 2021, suivi d'un trimestre négatif sans doute au premier trimestre 2022. Donc on a déjà une forme alors je ne veux pas prononcer le mot, mais on a déjà une forme de coup d'arrêt à la croissance en Allemagne sur 2 trimestres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors l'Allemagne aussi est un cas particulier. Là, vous faites bien de le mentionner parce qu'on va avoir des divergences par pays. On sait par exemple que, selon nos estimations, la France va mieux s'en sortir dans ce contexte que l'Allemagne et l'Italie, dû entre autres au fait que la part de l'industrie est moins importante. En France, l'exposition au gaz russe est aussi moins important, et enfin la hausse des prix a été pour le moment plus modérée. On s'attend à une hausse d'inflation, à une hausse des prix en France plus modérée qu'en Allemagne cette année. Donc je dirais qu'effectivement par pays on va avoir des divergences, et l'Allemagne est de nouveau un peu dans l'œil du cyclone, essentiellement dû à la composition de son économie, très orientée vers l'industrie, vers le secteur auto qui n'a toujours pas récupéré et qui là encore souffre des goulots d'étranglement. Donc voilà, effectivement on va avoir un peu aussi des divergences par pays. Et vous n'avez pas prononcé le mot récession, même si ça va être un peu particulier, parce que même si on a 2 trimestres négatifs en zone euro, on va tout de même avoir une croissance potentiellement positive autour de 2%, ce qui n'est pas exclu. Merci de le présenter comme ça. Oui, c'est comme transitoire. Je ne veux plus utiliser ce mot récession parce que c'est un mot valise qui est chargé, très connoté. Vous faites attention aussi, Nadia. Bon, ça me rassure. Sur le mot transitoire. Sur le mot transitoire aussi. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.